Je pense que c'est utilisé pour des raisons identitaires, puis je pense que, comme Québécois, je suis assez tanné de ce débat qui est généralement identitaire. Mais la langue n'était pas identitaire? Bien, ça l'est, absolument, mais c'est aussi le reflet de notre société. La fameuse déclaration du nouveau ministre de la Culture, de l'identité canadienne et des langues officielles, prononcée moins de 24 heures après son assermentation, celle qui a suscité un tollé de réaction à Ottawa, mais surtout à Québec. Quel en sera l'impact sur lui, sur son gouvernement, surtout? Alex Chantal Michel, bonjour. Bonjour. Je commence avec vous, Michel. Mark Miller, vraiment moins de 24 heures après avoir été assermenté. Est-ce qu'il avait besoin d'aller là, d'après vous? Non, il n'y avait nul besoin d'aller là. Mais M. Miller est un peu comme ça. Il a son franc-parler. On sait qu'il dit ce qu'il pense, alors, et c'est de toute évidence ce qu'il pensait. Mais c'était pas le moment de le faire. C'était pas utile. C'était comment... Il ne peut pas gagner une chicane linguistique le premier jour comme ça, en sachant ce que les autres vont dire. Alors, c'était pas utile. Ouais. En même temps, Chantal, il n'a pas nié le déclin du français au Québec. On dirait qu'il y a des subtilités dans la déclaration de M. Miller qui se sont perdues en chemin, là. Est-ce qu'on a récupéré... Comment vous analysez ça, vous, la façon dont la clip a été ou l'extrait a été interprété? Ben d'abord, non, avant de donner le bon Dieu sans confession à Mark Miller, là, on va s'entendre. Parfois, il parle avant de penser. Et penser, ça veut dire se rappeler qu'il est ministre aux langues officielles et que s'il est fatigué d'un débat sur la langue qui, par définition, est identitaire, il aurait dû dire à Mark Carney, finalement, je suis content de ne pas être ministre. Il n'y avait vraiment pas à s'engager sur ce terrain-là. Ensuite, comment on l'a interprété? C'est sûr que ça allait faire des vagues et que ça se prêtait à des vagues. Le problème, c'est est-ce que ça se prêtait à un tsunami? Comme cet homme est une honte pour le Québec. Il me semble que quand on embarque, on est premier ministre du Québec et qu'on décide qu'il y a une honte pour le Québec, on a déjà perdu une partie de l'argumentaire parce que c'est allé trop loin. Mais que ça soit récupéré, et c'était totalement prévisible. De la première journée, le Bloc québécois, le Parti conservateur se sont lancés là-dedans parce que comment ne pas se lancer dans ce débat-là? On vient de nommer un ministre de la Culture et aux langues officielles qui est fatigué du débat identitaire sur la langue. On ne peut pas avoir un débat culturel sur les beautés de la langue française quand on est ministre. Ouais. Est-ce que c'était une erreur, Alec, de le mettre là? Parce que M. Carney l'avait gardé à l'extérieur des 2 derniers conseils des ministres. On le connaît, son franc-parler, c'est pas la première fois. Il avait traité François Legault de mangeur de POC à un moment donné dans un autre dossier en ce qui concerne les négociations avec les États-Unis. Est-ce qu'il aurait dû le garder à l'extérieur du conseil des ministres, compte tenu de ce franc-parler? Non, le franc-parler, c'est pas le problème de Mark Miller. Au contraire, c'est un ministre aguerri qui sait comment fonctionne la machine, qui était dans un ministère très compliqué comme l'immigration. Tu sais, il sait comment se rendre au Conseil des ministres. Là, il va pas se perdre. Ça, pour le milieu de la culture, c'est une bonne nouvelle que d'avoir un ministre aguerri qui comprend comment les rouages de la machine fonctionnent. Donc, il pouvait être un bon choix. Par contre, lorsqu'il a pris la parole pour la première fois, il a manqué de discernement. Certains disent que c'était une gaffe, il est maladroit. Honnêtement, c'est un manque de jugement, compte tenu de son passé comme ministre de l'Immigration, où il s'est souvent accroché avec François Legault, même avec le Parti québécois, mais on parlait moins du Parti québécois à l'époque, mais il s'est accroché avec les nationalistes québécois et les souverainistes québécois à plusieurs reprises. Donc, quand tu prends la parole pour la première fois, est-ce que tu commences pas à t'embarquer sur est-ce que c'est instrumentalisé, la langue française, c'est électoraliste, comme certains le font? Commence pas par ça, hein, parce que tu as un passif avec le gouvernement du Québec puis certains partis à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je pense que c'est un manque de discernement qui éclipse, en fait, le fait que c'est peut-être un bon ministre pour la culture. Et il a été bien reçu quand même par le milieu culturel, mais sa première semaine en poste, soyons honnêtes, elle est ratée. Oui, Chantal, j'ai vu réagir, oui. Soyons, entendons-nous, le milieu culturel a eu raison de se réjouir de sa nomination. C'était une bien meilleure nomination en solution de rechange à Stephen Guilbeault que si on avait nommé ou bien quelqu'un de l'extérieur du Québec qui aurait été obligé d'apprendre l'ABC de la culture et des milieux culturels au Québec, et c'est pas évident, là, ça s'apprend pas, il faut être là-dedans, ou si on avait nommé un ministre junior qui est encore sous la tutelle du premier ministre et qui est traité comme tel. Là, Mark Miller, nommé là,
a quand même une grande marge de manœuvre, d'une part à cause de son expérience, mais aussi parce que à partir d'aujourd'hui, Mark Carney n'a pas les moyens de perdre un deuxième ministre de la Culture issu du Québec, ce qui va donner une certaine dose de protection au milieu culturel québécois dans les discussions budgétaires, parfois difficiles, qui vont venir au fil des prochains exercices. Bon, Michel, la semaine dernière, on parlait du départ de Stephen Guilbeault. Cette semaine, on parle du retour de Mark Miller au Conseil des ministres. Est-ce que ça a mis un terme à la petite tempête qui avait traversé le gouvernement Carney la semaine dernière? Je pense que ça met un terme à cette tempête-là. Ça ne veut pas dire que on parle beaucoup parler du franc-parler de M. Miller. Est-ce qu'il va y avoir d'autres événements de franc-parler qui vont provoquer des tempêtes? C'est possible. Mais il ne faut pas oublier que le départ de M. Guilbeault était basé sur une question environnementale et pas sur une question culturelle. Là. Il n'a pas démissionné à cause de son ministère, il a démissionné à cause de l'entente avec l'Alberta. Mm-hmm. Évidemment, tout ça, ça a suscité des réactions à Ottawa. Ça a suscité des réactions très fortes à Québec. Vous avez parlé de François Legault qui parlait de honte plus tôt. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui est vraiment allé très fort. Je vais vous faire entendre un extrait de l'entrevue qu'il a offert au collègue Patrice Roy, puis on revient avec ça tout de suite après. Ma loyauté envers l'avenir du fait français et de la culture francophone au Québec, elle n'est pas négociable et vous me verrez jamais rouler par terre devant les Miller, Guilbeault, Joly, Trudeau, puis Carney et compagnie, alors que je sais que ce régime-là est en train de bousiller notre avenir sur le plan culturel et linguistique. Alex, ça, c'était la même journée où il questionnait la loyauté des artistes québécois parce qu'ils avaient salué la nomination de Mark Miller. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous comprenez de la réaction de M. Saint-Pierre Plamondon là-dessus? Je pense que c'est la mauvaise cible. Et contrairement à Mathieu Lacombe qui a dit la bonne cible, c'est Mark Miller, pas le milieu culturel, je pense pas que la bonne cible, c'était Mark Miller, ni pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ni pour Mathieu Lacombe. Puis je vais revenir en arrière juste un instant pour expliquer un peu pourquoi. Il cite Stephen Guilbeault et Mélanie Joly dans cet extrait-là, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mélanie Joly, lorsqu'elle était au ministère du Patrimoine, a signé la nouvelle loi sur les langues officielles dans laquelle on reconnaît que le Québec que le français au Québec est menacé, comme ailleurs au Canada d'ailleurs, et que le fédéral a un rôle à jouer pour faire la promotion du français. On ne traite plus l'anglais et le français sur le même pied d'égalité au Québec comme avant. C'est Mélanie Joly qui a fait ça. Et elle a négocié avec Chrystia Freeland pour que l'ACEUM, l'entente de libre-échange avec Donald Trump, ne considère pas les produits culturels comme un produit comme les autres, ce qui permet de les protéger. Donc, protéger la culture d'ici, de l'ACEUM. Donc, on peut, par exemple, faire une taxe sur les services numériques, forcer la découvrabilité des contenus, et ça n'enfreint pas l'ACEUM. Elle a fait ça avec Chrystia Freeland, Mélanie Joly. Dans le cas de Stephen Guilbeault, quiconque a regardé l'entrevue qu'il a donnée à Tout le monde en parle, où il s'est étouffé d'émotion tellement il était triste de quitter le ministère de la Culture, et quand il a quitté à voir l'industrie culturelle à être extrêmement peiné de le voir partir, on ne peut pas dire que cette personne-là a contribué à l'asservissement du régime québécois, du Québec, du fait français, qui nuit à la culture québécoise. Il avait ça à cœur et il était en train, lorsqu'il était au patrimoine, de monter avec d'autres pays une réplique aux géants du Web. C'est là que je veux en venir. La vraie cible, c'est les géants du Web aux États-Unis. Pour la culture québécoise, pour la francophonie québécoise, c'est ça la vraie menace. Selon l'Institut de la statistique du Québec, là, chez les 18-34 ans, 65 % du contenu en ligne est consommé en anglais. Consommé en anglais. Les médias au Canada souffrent, ne produisent plus de télé, ne produisent plus d'émissions de radio parce que les géants du Web accaparent les revenus. C'est ça, la culture. Elle est en train de souffrir des géants du Web. Oui, le régime fédéral n'est pas parfait. Il y a certainement des défauts, mais de l'attaquer à ce point-là, dans ce contexte-ci, me semble qu'on s'est trompé de cible. Est-ce qu'on a... Paul Saint-Pierre Plamondon, poser la question, c'est presque... Est-ce qu'il est allé trop loin, Chantal? Bien, en tout cas, il a été le meilleur ami de Mark Miller cette semaine parce que qu'est-ce que ça a fait? Ça a détourné les projecteurs de Mark Miller et ça a permis au gouvernement de Mark Carney de rappeler à tout le monde que le dernier budget fédéral a été franchement plutôt solide sur le front de la culture, probablement parce qu'il y avait un ministre du Québec qui a plaidé la cause. Et d'autre part, il y a malaise là, ici. L'adhésion d'une bonne partie des gens qui œuvrent dans le secteur culturel au Québec à la souveraineté, c'est une adhésion volontaire et généralement enthousiaste,
qui a beaucoup plus d'impact sur les appuis du oui que tous les discours de M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais quelque part, l'idée que le prochain premier ministre du Québec, si c'était lui, traiterait tous ceux qui ont une autre vision de l'avenir du Québec, qui pensent que le Québec est mieux servi pour se protéger à l'intérieur du Canada qu'à l'extérieur du Canada. Ce sont des traîtres, des gens à qui il ne veut pas parler, qui ne méritent que son mépris. Il va y avoir malaise, là. Et ce malaise-là va arriver rapidement parce que même aujourd'hui, quand on regarde le découpage des gens qui disent qu'ils veulent voter pour le PQ aux prochaines élections, tous ces gens-là ne sont pas en train de faire un acte de foi souverainiste. Ils sont en train de se dire on veut changer de gouvernement. Le PQ a déjà donné des bons gouvernements aux Québécois. Oui. Michel, c'est vrai que la communauté artistique au Québec, on a l'impression qu'ils sont souvent penchent beaucoup plus vers le PQ. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a commis une erreur stratégique à 1 an des élections en potentiellement se mettant en dos des gens qui pourraient voter pour lui ou qui pourraient appuyer sa cause, là? Écoutez, Chantal, il a fait allusion. La communauté artistique, la communauté des gens qui font du théâtre, du cinéma, etc., a beaucoup donné au Parti québécois, a beaucoup aidé la cause souverainiste. Et là, de voir que M. Saint-Pierre Plamondon leur dit « c'est pas assez, ça marche pas, vous n'avez pas fait ça comme il faut ça ne l'aide pas. La dette que le PQ a envers le milieu culturel au Québec est bien plus grande que ce que le PQ a fait pour le milieu culturel. Alors, il faut qu'il fasse attention à ça, parce que au lieu d'être des gens ils vont peut-être voter oui à la fin, mais au lieu d'être des gens qui vont être à l'avant-scène, qui vont être avec lui, ils seront peut-être juste en arrière. Bon, est-ce qu'il y a un danger, Alec, parce que c'est pas la première fois, mais on connaît son tempérament un peu bouillant à Paul Saint-Pierre Plamondon dans des situations comme celle-là. Là, on n'est même pas en campagne électorale. 30-35 jours de campagne avec des points de presse tous les jours, des questions qui sont martelées. On n'est pas rendu là, mais on s'en va vers ça. Est-ce qu'il y a un danger pour lui de se prêter à ce genre d'exercice-là au fur et à mesure où on avance? Bien, c'est qu'il y a une accumulation qui représente un danger pour lui. Parce que, bon, un peu plus tôt, au printemps, il attaquait le Bloc québécois, Yves-François Blanchet, sur sa mauvaise campagne électorale. Ensuite, c'était les experts en immigration qui lui reprochaient de tourner les coins ronds sur ses publicités. Après ça, c'était les médias qui étaient des élites, qui étaient déconnectés. Maintenant, c'est l'industrie culturelle là, qui n'est pas suffisamment loyale envers le Québec. C'est qu'à un moment donné, la vision croît ou meurt d'un politicien, il y a peu de gens qui apprécient ça. Oui, la base électorale du Parti québécois, elle est certainement contente. C'est quelqu'un qui a des convictions, qui est authentique, bon. Mais il y a d'autres politiciens aussi qui stimulent leur base électorale, puis qui arrivent à un plafond à un moment donné. Puis ils ont besoin de ce qu'on appelle aux États-Unis les indépendants, au Canada les indécis. Là. C'est une très, très mince portion de l'électorat. Là. Ça, c'est 15 à 20 des gens qui se promènent et qui magasinent. Et c'est eux que tu as besoin pour former un gouvernement, et encore plus si tu veux remporter un référendum sur l'indépendance. Et eux, l'attitude croît ou meurt, le côté abrasif, le côté polarisant, c'est pas toujours leur tasse de thé. Là. Parlez-en à Pierre Poilievre du côté d'Ottawa. Puis je compare pas les deux, ils n'ont pas les mêmes politiques publiques, c'est pas les mêmes hommes, mais l'approche très abrasive là, qu'on peut avoir en politique, généralement, cette tranche de l'électorat-là n'est pas très réceptive à ça. Michel, sur le danger, puis ensuite Chantal. N'importe quel politicien dont on dit qu'il a la peau mince vit dangereusement. Et M. Saint-Pierre Plamondon, on l'a dit très souvent, ce panel-ci, a la peau mince. Il n'accepte pas beaucoup la critique. Et ça, vous parliez d'une campagne électorale de 30 jours avec des points de presse tous les jours, etc. C'est ça qui va être le danger pour lui, parce que pendant une campagne électorale, il est inévitable que tes adversaires te critiquent. Alors ça, là, il va falloir qu'il apprenne à gérer ses émotions là-dessus, parce que ça peut être un gros problème. Chantal, danger? Oui, seulement les points de presse, là. Peut-être que les politiques de PSPP sont très différentes de celles de Pierre Poilievre, mais n'importe qui a passé les 2 dernières années sur la colline fédérale reconnaît totalement le style des points de presse de Paul Saint-Pierre Plamondon. Les réponses et les procès d'intention injustifiés, là, et c'est désagréable. Ouais. Et dans une campagne électorale, c'est déjà difficile, la relation entre les médias et le chef politique. Évidemment, il y a une recette qui pourrait emprunter, tant qu'à y aller pour le même prix, à Pierre Poilievre. Rappelez-vous, Pierre Poilievre avait décidé qu'il n'y en aurait pas de tournée médiatique pour sa tournée électorale. Comme ça, il passait moins de temps avec les journalistes qui le couvrent de plus proche. Dans ce cas-ci, ce serait l'Assemblée nationale. Mais
il n'y a pas d'endroit au Canada où on a plus rejeté le style abrasif de Pierre Poilievre autant qu'au Québec. On l'a fait l'expérience, on le sait. Ce qui a nui à Pierre Poilievre au Québec, c'est pas son français qui est meilleur que celui des deux autres qui se présentaient contre lui dans les partis canadiens. C'est même pas ses politiques. C'était son style abrasif. Alors, l'idée qu'il y a un gros appétit pour ça, moi, je me questionnerais là-dessus. À suivre, donc. On verra ce que ça va donner. Alex, Chantal, Michel, merci beaucoup. Je vous retrouve en personne la semaine prochaine pour la dernière de 2025. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.